Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss du 4 juin 2022. Oui, c'est samedi, c'est pas habituel. D'habitude, c'est le vendredi. Je suis désolé. Petit empêchement d'ordre personnel, ce qui fait que du coup, je passe une partie de mon samedi avec vous. Alors, grosso modo, que s'est-il passé encore une fois sur la Suisse? Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus le marché le plus spectaculaire du moment. Pour l'instant, on est toujours un peu dans ce mood que font les Américains? Est-ce qu'on va faire la même chose? Eh bien, oui, on fait la même chose que les Américains. Peu importe ce qui se passe là-bas, de toute façon, ça aura des conséquences. C'est le cas en général. Des fois, on a un peu plus d'indépendance, mais là, en ce moment, avec toute cette espèce de monstrueux problèmes d'inflation, de croissance mondiale, de problématiques post-pandémiques et de retour à la normale, entre guillemets, après cette phase très critique, les marchés mondiaux sont interconnectés et le seul qu'on regarde, c'est Wall Street. Donc la Suisse s'est contentée encore une fois cette semaine de suivre Wall Street. Mais on regarde un petit peu en détail ce qui s'est passé, puis on va être obligé quand même de faire le point sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis, puisque c'est important, que l'indice est fermé. Donc du coup, on aura déjà un peu de matos à se mettre dans la tête pour commencer la semaine prochaine. Donc petit point sur les chiffres de l'emploi et point sur les performances du SMI et qu'est-ce qui s'est un tout petit peu passé dedans de manière individuelle. Donc quand on regarde la performance hebdomadaire du marché suisse, on perd 1% sur le SMI, il n'y a pas de quoi se relever, on est légèrement moins mauvais que le Philadelphia Semiconductor Index aux États-Unis. Donc ce qui veut dire que plutôt bonne nouvelle, ça a l'air de tenir pour l'instant, on est relativement tranquille. On le verra après sur les graphiques du SMI et du SLI que finalement on est encore dans cette espèce de tendance haussière dans laquelle on s'est inscrite la semaine dernière, mais on se pose beaucoup de questions, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. À l'intérieur du SMI, on a eu quelques mouvements assez erratiques, on notera la correction assez violente du Crédit Suisse, on va détailler tout ça dans quelques instants, mais globalement c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur la croissance mondiale, l'inflation aux États-Unis, la manière de lutter contre l'inflation. On a eu cette semaine des chiffres en Europe, inflationnistes toujours très très élevés. On l'a vu en Allemagne, une inflation au plus haut depuis 50 ans. Une France qui a battu les attentes d'inflation, puisqu'on attendait 5% d'inflation en France, on est sorti à 5,2. Alors la France est nettement moins inflationniste que le reste du monde, mais c'est parce qu'il y a énormément d'aides gouvernementales qui permettent finalement de cacher, la merde au chat. Donc du coup, finalement, on a une grosse inflation en Europe aussi. Et pendant ce temps, on a la Banque Centrale Européenne qui est assise dans sa chaise, ouais, peut-être qu'un jour on va monter les taux. Bref, on se pose beaucoup de questions par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont monté les taux trop tard? Est-ce qu'ils sont en retard sur le cycle économique? Et est-ce que ce qu'ils ont commencé à faire, c'est bien, mais c'est pas assez, et ce sera une problématique plus tard. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse problématique de tout ça, c'est comment est-ce que finalement ça va être géré et ça va être interprété. Juste pour faire un petit retour en arrière, et ça c'est pour les bourses mondiales, si on regarde ce qui s'est passé il y a 2 semaines en arrière, on nous a dit « Ah, mais dans les minutes du FOMC meeting, les gars, ils ont dit que peut-être on ferait une pause. » On s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de pause la semaine dernière par rapport aux chiffres et par rapport aux déclarations des banquiers centraux. Je vous rappelle que vous pouvez revoir dans les vidéos du Morning Bull Live la semaine dernière ce qu'on a parlé au sujet de Bella, au sujet de Mester, au sujet de Brenna. Donc tous ces patrons de banque centrale, tous ces responsables de la Fed sont tous venus dire qu'il n'était pas question de faire une pause. Et il y en a même qui ont commencé à dire qu'il serait mieux d'augmenter les taux beaucoup plus violemment à partir du mois de septembre. Pour mémoire, au mois de juin, 14-15 juin, lors du meeting de la Fed, on veut augmenter de 0,5. Au mois de juillet, rebelote, re-0,5. Mois d'août, c'est les vacances. Bonne nouvelle, au moins on sait que ça ne montera pas à ce moment-là. Quoique je rappelle quand même au passage que la Fed a le droit de monter ou de baisser les taux à n'importe quel moment. Ils n'ont pas besoin d'être en meeting pendant un FOMC meeting pour pouvoir prendre une décision. Donc du coup, on reste quand même très stressé par rapport à ça et on se demande que va-t-il se passer ces prochains temps. Donc du coup, on est passé de notre pause à plus du tout de pause à une grosse augmentation potentielle. Il y en a qui ont commencé à parler de 0,75. J'ai même vu quelque part quelqu'un qui parlait d'une hausse de 1% directement au mois de septembre pour casser les pattes arrière de l'inflation. Est-ce que ça suffira? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, on a vu encore les chiffres économiques qui sont sortis vendredi, donc les chiffres de l'emploi, qui laissent supposer que on n'essaie pas franchement gagné, puis c'est pas forcément les chiffres qu'on aurait voulu, puisque les marchés européens ont fini à la casse vendredi soir, et les Américains se sont fait littéralement massacrer de nouveau. On termine quasiment au plus bas de la semaine aux États-Unis, et puis finalement, toutes les belles intentions qu'on avait avant, on est en train de se reposer des questions.
Mais on va en reparler après avoir regardé les performances du SMI, les performances par rapport au reste du monde, et puis ensuite le graphique du SMI et du SLI qu'on attaque tout de suite. Donc si on regarde la performance des membres du SMI cette semaine, sur une semaine, eh bien on voit que finalement Crédit Suisse s'est fait littéralement massacrer de nouveau. Alors la raison sur le Crédit Suisse, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a une bonne raison parce qu'il y a des rumeurs d'augmentation de capital. Le Partners Group qui perd 4,39% sur la semaine a payé son dividende cette semaine, donc ceci expliquant un petit peu cela aussi. Roche et Suisse Re, Givaudan. Alors, Givaudan, il y a une inquiétude par rapport à la fusion avec Firmenich. Mais quand on regarde aussi les graphiques, on peut se poser des questions si finalement le marché n'est pas en train de baisser dans sa globalité. C'est pas forcément une raison fondamentale par rapport aux sociétés que ça tape dessus, c'est juste que c'est massivement vendu en général. Et comme à chaque fois, je le répète, je suis désolé, mais c'est comme ça. Si vous tapez sur Nestlé, Roche et Novartis la même semaine, vous n'aurez pas un SMI en hausse, c'est comme ça, c'est une question de pondération à l'intérieur de l'indice. Dans les vainqueurs de la semaine, on retiendra Richemont, surtout Richemont, parce que le reste, c'est pas tellement relevant, c'est plutôt des effets de mode. Vous vendez le Crédit Suisse, vous achetez du BS qui finit en hausse de 0,5%, il n'y a pas de quoi la ramener non plus. Et puis vous avez Richemont qui termine en hausse de 6%. Et 6% parce que simplement le luxe est de retour, on y reviendra aussi tout à l'heure. Au niveau des indices mondiaux, eh bien, vous voyez la meilleure performance de la semaine. Bon, c'est pas un indice, hein, c'est le pétrole. Le pétrole, j'en ai assez parlé dans le Morning Bull Live puisque c'est un gros problème puisque pour l'instant, le pétrole ne veut pas baisser et visiblement, quand on regarde les fondamentaux, je l'ai dit et répété, on n'est pas prêt de le voir baisser. Hein. Les stocks sont en baisse, les Russes, ils ne peuvent plus vendre. Les Saoudiens sont prêts à augmenter la production, mais pas autant que ce qu'on le voudrait. Donc du coup, il y a quand même un gros risque inflationniste. Si on regarde le reste, la Chine, qui était à moitié fermée cette semaine pour cause de Festival du Dragon, termine quand même plutôt en hausse. Ce qu'il faut retenir sur le marché chinois, c'est que finalement, les gens sont assez enthousiastes, motivés, on va dire, parce que depuis quelques temps, les confinements se terminent, le gouvernement est en train de mettre plein d'aides pour soutenir l'économie, donc on se sent bourré d'espoir. Et puis en Europe, on va dire une semaine pour rien, puisque finalement, les marchés terminent quasiment inchangés, sauf l'Espagne qui est le vilain petit canard avec une baisse de 2,34% sur la semaine, pendant que la Suisse donc termine en baisse de 1% sur la semaine. Si l'on regarde le SMI d'un point de vue technique, vous voyez, donc je vous parlais tout à l'heure dans cette introduction de ce support et ce canal haussier qui se dessine gentiment ici depuis un moment. Et donc pour l'instant, on tient toujours ces niveaux-là. Vous voyez que si on zoome sur la performance de la semaine, il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. C'était pas le truc le plus fantastique, puisque finalement on a fait en haut, en bas pour terminer plus ou moins là où on avait commencé, en baisse de 1%, mais à ce niveau-là, c'est plus très important. On signalera quand même que dans cette tendance haussière, vous voyez qu'on n'a pas réussi à casser le dernier high ici, et donc on a tapé sur un petit peu plus bas, en dessous des 11 750, et puis on est revenu. Le gros support qu'on va avoir ces prochains temps, ce sera 11 400 sur le SMI. On est en train de monter une espèce de triangulation ici. Bon, c'est pas très relatif, c'est très important à noter, mais quand même, ce genre de configuration nous laisse un tout petit peu d'espoir d'imaginer qu'à un moment donné, en rebondissant sur les 11 400, on pourra déclencher la cassure et qui nous emmènera enfin rechercher le haut de ce canal haussier, ce qui fait quand même un sacré bout de chemin, puisque aujourd'hui on a quand même pratiquement 1300 points à récupérer à la hausse. On n'en est pas encore là. Pour que cela se produise, il faudra un petit peu plus que ce qu'on connaît comme information aujourd'hui, mais pour l'instant, eh bien, on hésite beaucoup et on se traîne toujours lamentablement autour de ces niveaux entre 11 400 et 11 700, et cette espèce de triangle qui se resserre nous pose un petit peu problème pour le moment, mais effectivement, comme je l'ai dit moult fois, on est quand même vachement connecté par rapport au reste. Le SLI, bien, ça se ressemble quand même beaucoup, effectivement, avec un peu plus de volatilité. Alors lui, il est coincé pour l'instant dans une zone comprise entre 1760 et 1840. C'est les points à surveiller, les points qu'on retrouve ici. Donc il ne faudra pas qu'on casse ce support, et si on casse cette résistance, on pourra retrouver un peu joie et bonheur sur le SLI. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à signaler. Là aussi, on n'a pas fait grand chose, mais vous le voyez que de nouveau, ici, on a clairement tapé
pile poil la résistance dans cette zone-là, tac, très précisément à 1840 sur le SLI, avant de redescendre. Donc clairement, on sent une résistance sur cette zone de 1840-1850. Donc soyez prudents quand on arrive par là autour. Voilà, donc on l'a vu, c'est pas facile, c'est pas gagné. On sent toujours une économie très fragile, et ça, je parle pas uniquement pour la Suisse, je parle pour l'ensemble de la planète pour l'instant. Il est clair que si le Nasdaq vient à continuer sa baisse, si le S&P rentre en bear market, on va pas s'en sortir mieux que les autres. On l'a vu tout à l'heure sur le graphique, sur les résistances, les supports. Si on vient à casser ces supports, eh bien la tendance va s'affirmer encore à la baisse. Donc on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Il faut dire qu'on a toujours pas mal de tensions sur l'économie. Un des événements de la semaine, oui, je sais, c'est aux États-Unis, et oui, je sais, c'est à cause de monsieur Elon Musk. Encore une fois, c'est justement monsieur Musk qui a annoncé la semaine dernière qu'il avait un très mauvais pressentiment sur l'économie mondiale et sur l'économie américaine. Donc du coup, il va virer 10% de son staff chez Tesla. Tesla, ça fait démonter de 10% vendredi soir sur cette nouvelle. Et puis le président Biden a parlé déjà cette nuit pour dire qu'il pensait que le pressentiment de monsieur Musk était complètement stupide et qu'il lui souhaitait bonne chance pour son voyage sur la Lune. On voit qu'on est dans la cour des grands en ce moment, clairement. Mais néanmoins, le sentiment de monsieur Musk a pesé sur les marchés. Il est vrai que Musk n'est pas un analyste financier, Musk n'est pas un économiste, mais en même temps, quand on sait que les économistes sont pas franchement toujours très justes et les analystes financiers non plus, on peut dire que finalement, il a le droit de dire ce qu'il pense. Néanmoins, c'est vrai qu'il a un tout petit peu d'influence. On l'a déjà vu régulièrement sur ses tweets. Petit détour rapide par les chiffres de l'emploi qui ont été publiés hier aux États-Unis. Oui, je sais, c'est pas l'emploi en Suisse, mais c'est important parce que ça continue à pousser dans ce sentiment global de l'économie, et c'est vraiment une réflexion qui nous amène un peu plus d'eau à notre moulin dans notre réflexion. Eh bien, les États-Unis ont annoncé une création d'emplois de 390 000 nouveaux emplois pour le mois dernier. C'est beaucoup plus que les attentes des analystes qui étaient à 328 000, et c'est beaucoup moins que le mois dernier, on était à plus de 430 000 créations d'emplois. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? C'est que c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais quand vous regardez finalement la tronche du marché vendredi soir, vous dites, mais c'était pas une si bonne nouvelle que ça finalement. Bah oui, c'est une bonne nouvelle fondamentalement parce qu'on voit que l'économie est toujours très très forte, que les gens trouvent de l'emploi et peuvent continuer à avoir une vie normale et agréable, recevoir de l'argent et dépenser de l'argent. Mais qui dit dépenser de l'argent dit forcément soutenir finalement cette valorisation élevée des prix à la consommation aujourd'hui, donc soutenir l'inflation et exclure quelque part le fait que le pic d'inflation, on y a peut-être atteint, mais ça peut-être simplement qu'on va aussi rester dans une inflation très élevée. Aujourd'hui, on se dit, il faut absolument que l'inflation diminue. On espère que l'inflation ne va pas augmenter, mais c'est de nouveau une espèce de zero-sum game où on se dit, mais pourquoi peut-être qu'on ne va pas rester à 8% d'inflation pendant 6 à 9 mois, le temps qu'on arrive à trouver la bonne correction, le fine-tuning sur l'économie. On n'en sait rien. Toujours est-il que les chiffres de vendredi laissent supposer, que l'inflation n'est pas prête de redescendre comme ça le mois prochain, et de l'autre côté, ça amène aussi surtout le fait que la Fed n'est pas prête d'arrêter de monter les taux. Pour ceux qui pensaient que ces chiffres pourraient dynamiser la Fed et lui apporter la possibilité finalement de commencer à ralentir sa hausse des taux, voire faire une pause au mois de septembre, là, faut oublier, ça n'arrivera pas. L'emploi est trop fort, est très fort. Donc, on est encore parti pour un cycle de hausse des taux qui risque de durer un petit peu, d'où la mauvaise réaction du marché vendredi dernier. On a déjà abordé le sujet du luxe la semaine dernière, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très important parce qu'on a eu des mauvais chiffres et des mauvais commentaires la semaine d'avant, déjà, sur Richemont, par exemple. Et effectivement, avec cette Chine qui était confinée, cette Chine qui ne consommait plus comme avant, c'est devenu un gros problème pour les géants du luxe. Les géants du luxe, ils ont une énorme clientèle riche. Alors, vous avez les riches américains, vous avez les riches russes, et vous avez les riches chinois, vous avez les riches japonais, et vous avez les riches restes du monde. Mais quand vous regardez aujourd'hui que les riches russes, on leur laisse quasiment plus rien faire, même dans certains grands magasins de luxe, eh bien, on a entendu des histoires où ils n'acceptaient même plus de vendre leurs produits aux Russes. Donc déjà, vous perdez une partie de cette clientèle. Ils ont pris un sale coup dans l'image aussi de ce côté-là. Les Chinois, ils sont confinés, donc pour les faire voyager, puis pour les faire consommer sur les valeurs de luxe, c'est plus compliqué également aussi. Donc on a tout ce ralentissement qui se contracte, et puis le ralentissement, cette peur finalement que les gens arrêtent de consommer. Parce que quand même,
cher quand vous avez beaucoup d'argent, c'est pas très cher, mais encore plus cher, il y a un bout d'un moment, ça commence à poser un petit peu problème. Bon, du coup, le secteur du luxe a eu besoin de s'ajuster, et là, depuis quelques jours, avec les bonnes nouvelles du côté de la Chine, qu'ils ont l'air de continuer, de recommencer à retourner au travail pour de vrai, eh bien, on commence à voir les choses un tout petit peu plus encourageantes. À côté de ça, on l'a dit la semaine dernière qu'il y a pas mal de gouvernements, enfin le gouvernement chinois est en train de vouloir dynamiser l'économie avec beaucoup de mesures de soutien sur l'économie chinoise. Donc ça, c'est également rassurant et ça laisse aussi de l'espoir. Donc du coup, tout le secteur du luxe est reparti à la hausse, encouragé, on va dire, par le retour en grâce de la Chine. Alors, c'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de soucis qui peuvent nous tomber dessus sur la Chine, à commencer par toute la problématique. Ils veulent dynamiser l'économie, mais ils veulent dynamiser l'économie en disant, par exemple, on va relancer la construction. Alors, vous avez déjà des milliers d'appartements vides en Chine, mais en plus, ils veulent relancer la construction, donc augmenter l'endettement des boîtes de la construction. Et je vous rappelle pour mémoire qu'il y a encore quelques mois en arrière, on était au bord de la crise de nerfs parce qu'Evergrande pourrait faire faillite. Donc, on est revenu dans cette thématique-là. Donc, les Chinois sont en train de dynamiser leur économie par tous les moyens qui ne sont pas forcément les bons. Et puis, nous, ça nous fait plaisir au niveau du luxe, bien sûr, mais de l'autre côté, ça risque aussi d'être le retour de la manivelle. Hein. Vous savez, ça part d'un côté, puis après, ça revient de l'autre, et ça va faire bizarre dans ce sens-là. Donc, à surveiller quand même. Pour l'instant, si on regarde les graphiques du secteur du luxe, alors j'en ai mis quelques-uns ici, j'en ai mis 4. Alors, vous allez voir Richemont, Swatch, LVMH et Hermès. Je sais que LVMH et Hermès ne sont pas des titres suisses, mais néanmoins, si on doit parler de luxe, c'est difficile de ne pas parler de luxe sans parler des deux grands français. On commence tout d'abord par Richemont. Richemont qui a donc vécu une belle semaine. Hein, on l'a vu sur les performances de la semaine. On voit qu'on a été faire notre espèce de lot là-bas au milieu de nulle part. Hein. Aucune. Alors vous voyez comme quoi, souvent, c'est quand même assez intéressant à regarder, c'est que souvent l'analyse technique nous donne des points d'entrée assez intéressants. Mais là, on a vraiment été se poser au milieu de nulle part. Il n'y a pas grand-chose comme point de référence pour se dire, tiens, on est allé rechercher les mêmes niveaux que là. Non, même pas. On est allé rechercher des niveaux qui correspondent au mois de mars 2021. On ne sait pas trop pourquoi on a redémarré par rapport à ça. Mais néanmoins, effectivement, je crois que c'est plus une question d'ambiance par rapport à ce qui s'est passé sur les autres titres du secteur du luxe et sur cette thématique chinoise. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a recassé on est revenu dans cette tendance haussière que l'on déterminait ici, qu'on a cassé bêtement, c'est ce qu'on appelle un faux break à la baisse, qu'on a fait notre espèce de V-shape, on est revenu dedans, et on tient de nouveau ce support. Donc il faudra surveiller la zone des 104 pour Richemont, il ne faudrait pas qu'on redescende en dessous, parce que là, ça voudrait dire vraiment qu'on va vraiment continuer ce canal descendant, et là, ça pourrait être très mauvais. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète dans un premier temps, c'est les stochastiques qui sont quand même très élevés pour l'instant, qui vont être difficiles à donner suffisamment de dynamique pour aller casser cette résistance. Hein. Ça, je ne suis pas sûr que ça se fasse dans l'immédiat, mais on peut espérer, si ça se produit, tout le monde va regarder la moyenne mobile des 200 jours à 118,70. Donc, puisqu'on est dans le luxe suisse, parlons de Swatch maintenant. Donc, vous voyez, c'est quasiment la même configuration, sauf qu'on est un peu plus horizontal. Hein. Mais là aussi, on a notre support qui se trouve au niveau des 238 sur la Swatch porteur. Et donc du coup, vous voyez qu'on a cassé, on s'est baladé autour de ces niveaux-là pendant pas mal de temps pour finalement recasser à la hausse et réussir à déclencher cette on va dire accélération haussière simplement dans un mode de récupération. Là aussi, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les tendances, comme chez Richemont, eh bien on est en train de revenir sur cette résistance ici. Alors attention, si on va toucher les 255 sur Swatch, ça va être très très difficile à passer quand même. Donc je vous parlais de la France, et vous voyez que c'est exactement le même graphique. Ça c'est LVMH bien sûr, hein, la maison de Monsieur Bernard Arnault. Donc vous avez un support clair et net établi sur les 545 à peu près sur LVMH. Et vous voyez que le titre a rebondi à la même chose que tout le reste du secteur du luxe. Et bien la raison étant les Chinois. Là aussi, vous voyez qu'on est en train de tester la résistance. Ce sera un petit peu la destinée du CAC 40, hein, puisque si LVMH parvient à casser en dessus, ça va quand même bien aider le CAC 40 dans ces prochains temps. Par contre, il faudra faire très attention parce que comme vous le voyez ici, là aussi, les stochastiques sont très élevés. Donc on peut dire clairement qu'on est suracheté dans le secteur du luxe. Si on regarde Hermès, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de similitudes. On est là aussi dans une tendance assez
assez de rebond, moins dynamique pour l'instant que Swatch ou que Hermès, que LVMH, pardon. Et donc là aussi, on a notre espèce de petit support qui s'est construit sur les 900, sur les 1000 euros. On va pas chipoter dans ce genre de produit. On ne pinaille pas pour 2 euros. Donc du coup, on a aussi une tendance baissière qui est établie ici et qu'on est en train d'aller chercher, d'aller tester pour voir si on est capable de rebondir. Si on veut rebondir ici, si on veut aller chercher plus haut sur ce secteur-là, sur le luxe, eh bien, il va falloir un peu plus que juste la thématique des Chinois qui vont commencer à racheter. Il va falloir que la Chine reparte pour de vrai, que les chiffres économiques chinois redeviennent meilleurs et nous motivent pour la suite. Si on regarde en quelques secondes l'indice CSI 300, donc l'indice chinois traité à Hong Kong, vous voyez quand même pas mal de similitudes. Vous voyez que ce rebond de l'indice chinois s'est arrêté pour l'instant sur cette moyenne mobile des 50 jours, la même qu'on a vu sur Richemont, qu'on a vu sur Swatch, qu'on a vu sur LVMH ou encore Hermès. Et donc vous voyez qu'on a fait le même rebond. Et donc là aussi, on a des stochastiques qui sont super surachetés. Donc la thématique de la Chine, le rebond de la Chine a l'air déjà pas mal entamé. Il faudra voir si les bonnes nouvelles continuent et persistent. Mais encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu ces dernières heures au niveau des chiffres de l'emploi américain et de la tronche des indices américains en clôture vendredi soir, on peut se poser des questions sur l'ouverture de lundi matin. On va parler 2 secondes du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse s'est relativement bien comporté ces derniers jours. On verra dans quelques secondes sur le graphique, mais ça s'est plutôt bien passé. Ce qu'il faut retenir aussi sur le Crédit Suisse, c'est que cette semaine, il y a eu des grosses rumeurs d'augmentation de capital, des rumeurs qui ont été démenties. En général, ce genre de rumeurs, elles n'arrivent pas pour une mauvaise raison. Je pense pas que c'est de la manip. Je pense quand même qu'il y a des choses qui vont devoir se produire sur le Crédit Suisse pour retrouver une espèce de crédibilité chez les investisseurs. Et donc, une augmentation de capital ne serait pas complètement ridicule. Néanmoins, ça reste une rumeur qui a été démentie. Et c'est aussi pour ça qu'on peut expliquer une certaine volatilité sur le titre ces derniers jours. On va le voir que ça s'était plutôt bien passé jusqu'à maintenant. Et puis là, on revient un petit peu. Après le démenti du titre, le jour où le titre a perdu, c'était en milieu de semaine. Le titre a perdu 5% sur cette rumeur. Ça a été démenti, mais le titre continue à baisser derrière. Donc on voit quand même que la confiance en ces démentis soulève beaucoup de questions par rapport à la vérité de tout cela. On verra au fur et à mesure, mais gardez ça dans un coin de votre tête parce que visiblement c'est pas complètement terminé. À mon sens, il va devoir se passer des choses sur le crédit. Alors on le voit sur le graphique du Crédit Suisse qu'on avait, nous on avait l'autre scénario, souvenez-vous, cette espèce de rebond avec de buter de nouveau sur cette résistance pour revenir en dessous et partir après derrière. Je pense que c'est toujours valable, néanmoins il faudra surveiller vraiment attentivement ce qui va se passer au niveau de cette augmentation de capital potentiel. Rumeur, je le répète, mais bon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc à surveiller attentivement. J'ai quand même un peu de peine à imaginer que le Crédit Suisse puisse tenir sur cette pente savonneuse, surtout vu l'environnement économique aujourd'hui depuis 2-3 jours, vu l'ouverture de lundi. Donc on peut imaginer que le Crédit Suisse redescende sur les 6,20, auquel cas il faudra essayer de jouer quelque chose, un espèce de rebond, tout en gardant à l'esprit qu'effectivement ils ne sont pas à l'abri de nous sortir quelque chose de type augmentation de capital. Donc c'est pas une trade facile, ça va être relativement risqué à traiter le Crédit Suisse, mais pour l'instant on voit quand même que la zone des 6,20 fait quand même office de point d'entrée assez intéressant que j'essaierai de jouer en étant très prudent. Voilà ce que l'on peut dire de cette semaine en Suisse. Je pourrais vous montrer encore les graphiques de Roche, de Novartis, de Nestlé, qui ont été pas mal chahutés malgré 2-3 bonnes nouvelles d'un côté comme de l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on n'est pas vraiment dans le micro, on n'est pas vraiment dans l'intérêt des nouvelles de base, on est plutôt dans l'intérêt et la connexion, l'interconnexion avec les marchés économiques mondiaux. Et c'est ça qui nous fait bouger. Aujourd'hui, forcément, quand vous avez un SMI qui n'arrive pas à trouver de direction, ça veut aussi dire qu'à l'intérieur, c'est pas complètement clean. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus des flots indiciels que des flots fondamentaux sur telle ou telle valeur. Quand je regarde ce qui se passe encore sur Roche, moi, je reste fondamentalement acheteur sur ce titre encore et encore et encore. Il faut être patient. Une fois que les choses se seront décantées, c'est un titre qui va retrouver son comportement habituel. Il faut vraiment essayer de le voir sur le plus long terme. Nestlé aussi. Nestlé est sous pression depuis quelques temps. Il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus. Il faut juste continuer, être patient et arrêter de se focuser sur ce bruit permanent
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un risque de voir encore les marchés corriger. On s'est posé la question toute la semaine de savoir si on était dans un bull market ou est-ce qu'on est dans un rebond, dans un bear market. Alors, dans cette thématique-là, j'aimerais juste que vous regardiez ce chart. Ce chart représente le rallye, les rallyes en fait du Dow Jones depuis la crise de 1929. Donc, au fond du trou de 1929, vous avez un rebond, un premier rebond qui nous fait regagner 48% sur le Dow Jones. Alors, il ne faut pas vous attendre à avoir des rallyes de 48% aujourd'hui. On n'est plus dans le même monde. Mais ensuite, derrière, vous voyez qu'on repart quasiment très très bas, pratiquement au plus bas. Puis on regagne 15%. Puis on redescend plus bas. Si on vient sur les... juste avant la hausse de 23%, début 1931, vous avez de nouveau le marché qui revient, et puis ça redescend plus bas, et puis ça redescend plus bas, chaque fois après avec des rebonds de 23, 28, 35, 25% dans un bear market, avant d'aller chercher finalement ce bottom qui est tout en bas dans les années 1932. Ce qu'il faut retenir et bien comprendre avec ce chart, c'est que globalement, et ça s'applique pas uniquement au SMI ou à la Suisse, ça s'applique simplement au fait qu'on est dans un marché à tendance descendante, dans un marché de correction. Alors, bear market ou pas bear market, si on fait abstraction de tout ça, on a des phases de tendance de marché où les gens ne veulent plus des actions, où les gens ont peur, les gens ont besoin d'être rassurés, et à ce moment-là, eh bien, on peut avoir des tendances comme ça. On a à l'intérieur de ces tendances des rebonds. C'est des rebonds dans un bear market ou dans un marché de tendance baissière, pour pas toujours revenir avec ce terme de bear market. Donc du coup, on a ces tendances qui viennent impacter le marché et qui poussent encore une fois le marché à la baisse. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vécu depuis 2 semaines, avec ce rebond assez important aux États-Unis qui a fait remonter les indices de plus de 10% pour certains, eh bien on est aussi dans une phase où on est en train de revenir à la baisse et on voit avec les chiffres de vendredi qu'on est de nouveau dans cette angoisse par rapport à la hausse des taux. Donc un rebond dans une tendance baissière, ça peut encore exister, ça existera toujours, c'est normal, le marché doit se rééquilibrer. On sait aussi que quelque part, si on veut parler d'une éventuelle récession, on doit encore aller plus bas. Donc on a encore probablement des semaines encore un peu compliquées devant nous. On n'a pas encore gagné avec certitude la garantie qu'on aura un rallye d'été cette année. Donc il faut rester prudent, il faut rester conservateur, il faut rester orienté un petit peu sur le long terme et il faut accepter les bumps in the road qu'on subit aujourd'hui dans les marchés. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi ce week-end de Pentecôte. Donc lundi, pas de Morning Bull Live, marché fermé en Suisse mais ouvert un peu partout ailleurs. Mais en tous les cas, nous on se retrouvera mardi matin pour un prochain Morning Bull Live et puis après on se retrouvera aussi bien évidemment vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss qui reprendra place le vendredi comme d'habitude. Je rappelle encore une dernière chose, le 15 juin, il y a le Swissquote Trading Day à l'EPFL à Lausanne. On sera tous là-bas. On aura plusieurs invités sur la thématique de l'investissement, bien évidemment. On aura du crypto, on aura du trading, on aura des matières premières. Je serai là tout le temps sur la scène. Il y a à peu près 450 places disponibles. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez le lien en dessous du Swiss Bliss également. Et puis, après, il y aura aussi un apéro où on aura l'occasion de se rencontrer pour de vrai. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte. Et puis, on se retrouve mardi matin. Allez, bye bye.